Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, webinaire avec coach Samy, coach Nour, sur un sujet très 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 intéressant et qui, je pense, n'a pas été traité par beaucoup de coachs en réalité. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors, on va être un peu les premiers là-dessus. Aujourd'hui, on va parler de l'antifragilité, qui est une notion, en fait, à la base, pas dédiée au powerlifting. C'est-à-dire qu'on a fait un webinaire sur le matériel, on a fait un sur la compétition, mais à chaque fois, c'était très spécifique. Là, ça ne l'est pas particulièrement, mais vous allez le voir, c'est un domaine qui, au contraire, se transpose au powerlifting, mais aussi à plein de domaines. L'antifragilité, c'est quelque chose qui vient d'un concept par Nassim Taleb, qui d'ailleurs, je vous le conseille, lisez un peu ses livres. Alors, c'est souvent en anglais, donc faut maîtriser un peu l'anglais. Mais voilà, Nassim Nicolas Taleb, très très bon auteur, et qui du coup développe l'idée de l'antifragilité à la base pour les sociétés économiques également, et qui, avec cela, permet de comprendre si une société ou un système économique est capable de durer dans le temps ou pas. Ok. Alors bon, on va pas s'embêter avec non plus du latin, mais en gros, simplement fragile. Il y a fragile, ok. On a également robuste, on a antifragile. Je vais donner des exemples. Fragile, c'est quelque chose qui va se fragiliser justement et qui va céder. Donc, par exemple, je vais donner un exemple qui va peut-être choquer certains, mais pour que vous puissiez comprendre, on va avoir le système de l'Empire français avec Napoléon. Ok. C'est un système qui était fragile. C'est-à-dire qu'il a fallu une seule défaite, pour que tout le système s'écroule. Alors, on a beau aujourd'hui glorifier Napoléon. Napoléon, c'est quelqu'un qui a perdu énormément d'hommes français avec ses guerres et qui a perdu l'Empire, qui a perdu sa place d'empereur sur une seule grosse défaite. Donc ça, c'est un système fragile, un système qui ne tient quasiment à rien. On peut transposer ça, on le verra après, avec des athlètes qui, du coup, sont très motivés, mais qui, au moindre coup de vent, bam, disparaissent et perdent leur statut. On a ensuite robuste. Robuste, c'est un système qui va durer dans le temps, pas forcément parce que c'est un système qui est très solide, parce qu'il se fragilise, et justement, vu qu'il se fragilise, un jour ou l'autre, il éclate. Typiquement, ça peut être, pour transposer avec l'Empire, la monarchie. La monarchie, c'est un système qui a duré très longtemps en France, mais qui a fini avec Louis XVI et une fissure. C'était pas réparé, pas réparé, pas réparé. Un jour, le peuple en a eu marre. Il a découpé la tête du roi. Ça, c'est ce qu'on appelle du coup un système robuste. Il dure, mais il finit par casser. On peut avoir l'exemple, sans méchanceté, avec les moins de 66 kilos de Pana, qui a été fragilisé, 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 et un jour, il n'arrive plus, et tout casse. Donc en fait, il n'y a plus de compétition, il n'y a plus rien, il n'y a plus de 66 kilos, c'est fini, fin de carrière dans cette catégorie-là. Pana était très robuste en 66, mais il n'était pas antifragile. Antifragile, c'est quelque chose qui est du coup vraiment la quintessence, j'ai envie de dire, de ce qu'on dit actuellement. Donc, on va dire de la solidité d'un système, d'un athlète, ou qu'importe. C'est quelqu'un qui va être certes robuste, mais qui va avoir la capacité à chaque lésion, pardon, plutôt, de se reconstruire encore plus fort. Par exemple, justement, on a des exemples, alors moins du coup dans la politique, parce que très souvent ça finit par casser, mais des exemples d'athlètes. On peut avoir Kobe Bryant, par exemple, en tant qu'athlète, qui, à chaque fois qu'il a eu une lésion, voilà, j'arrive à le dire, par exemple, ça peut être un tendon d'Achille cassé, une épaule cassée ou autre, et a réussi à compenser en devenant encore plus fort sur d'autres zones, en compensant son jeu. Et finalement, Kobe Bryant, il a beau avoir eu beaucoup de défaites, il a beau avoir eu beaucoup de blessures, à chaque fois, il est revenu plus fort avec des lésions, je vais finir par y arriver, hein, qui, du coup, ont permis de pouvoir devenir plus fort et de jamais casser jusqu'à la fin de sa carrière. Malheureusement, il nous a quittés après un tragique accident en hélicoptère, on n'oublie pas. Et Kobe Bryant, vous allez voir après, sur ma partie, je vais vous recommander quelques petits livres en rapport avec lui. Et je pense que vous allez kiffer pour mes amis et amis, lectrices et lecteurs. Voilà. Allez, on est parti. Bon, alors, on a introduit un peu la notion d'antifragile de manière un peu globale. Vous savez, la vraie notion du coup de Nassim Taleb, comme Malik l'expliquait. Et donc, là, on va plutôt voir dans le cadre de la FA, du coup, qu'est-ce qu'un fragile en FA? Qu'est-ce qu'on qualifierait de fragile en FA? Du coup, c'est un peu un athlète, au moindre imprévu, tu vois, il aura toujours une remise en question de tout. Par exemple, imaginons, il doit s'entraîner dans une salle différente de d'habitude. Bah, pour lui, ça va être vachement un frein. Il va tout remettre en question. Il va se dire ah mince et tout. Ou bien, par exemple, s'il a pas son bon pré-workout, il se dit ouais aujourd'hui j'ai pas mon pré-workout, ça va pas le faire. Je vais faire une mauvaise séance, c'est sûr.
bah, voilà, il va vite remettre tout en question juste pour un petit quelque chose. Et encore pire, par exemple, s'il se blesse ou il se fait mal, juste il se fait mal sans blessure, genre il a mal quelque part, il va se dire j'arrête la force. Donc pour moi, enfin pour nous, du coup, on qualifierait un fragile, quelqu'un au moindre obstacle, il arrête. Voilà, au moindre obstacle, il se dit non, c'est bon. Ou par exemple, s'il fait sa séance, il se dit bon, j'ai pas tout ce qu'il faut aujourd'hui, bon, j'arrête, tu vois. Par exemple, ça peut être ça. Et donc, ce qui se passerait, ça veut dire que si par exemple, il a une douleur, il arrête la FA, il abandonne. C'est ça qu'on qualifierait de fragile en force. Qu'est-ce qu'un robuste? C'est du coup quelqu'un qui est de pierre, qui est toujours prêt tout le temps à lift lourd et lift beaucoup. C'est une force brute, mais manque de recul. Il échoue souvent à ses entraînements PR parce qu'il cherche toujours à vouloir mettre plus sans vraiment le comprendre le pourquoi du comment. Et du coup, il se remet jamais en question ou très peu. Donc, ça limite les progrès. Un comportement typique d'une personne robuste en FA, c'est qu'elle ne respecte pas toujours la prog, arrondit les RPE, but ennemi en 9, 9 en 10, ne sait pas la différence entre un RPE 8 et un RPE 10. Du coup, ajoute du volume, l'intensité sans comprendre le pourquoi. Du coup, il crache rapidement à cause du surplus parce qu'il lance semaine 2, il finit RPE 10 alors que c'est pas du tout demandé. Derrière, il néglige aussi l'échauffement. Vraiment, ne le fait pas. Pense que c'est inutile d'avoir un échauffement spécifique à lui, donc passe directement sous la barre. Et aussi, ah, c'est la caméra qui surchauffe. Ok, je viens de comprendre. Pour prendre Maman. juste rapidement le lead, je tiens à préciser, du coup, j'ai pu, dans ma bibliothèque Ok. perso, parce que je suis un très grand lecteur, un mec très cultivé, je pense que vous le savez, récupérer quelques petits livres que je pourrais vous présenter juste après. Vous allez tous et toutes kiffer, je pense, voilà. Donc, Ok, bah en fait, je pense que ma caméra n'aime pas trop les robustes. Du coup, ouais, un robuste aussi va faire pareil pour les renforcements, va les skip parce que c'est pas utile ou c'est une perte de temps et aussi parce que va être cramé aussi d'être toujours à des grosses intensités. Par contre, ce qui l'anime, c'est vraiment, il est passionné par les charges lourdes, recherche constante de la barre haute au RPE. Donc vraiment, est là pour mettre sa story à la fin de l'entraînement. Et du coup, il divise surtout le court terme plutôt que le long terme. Et du coup, avance, mais pas forcément vers ses vrais objectifs. Lui, en tant que personne hors la salle, il veut avoir le plus gros total, mais arrivé à la salle, il veut juste faire sa série la plus lourde possible pour impressionner ses potes. qu'est-ce qu'un antifragile? Là, je vous ai mis devant vous des vases qui sont japonais. J'ai oublié le nom. Bon, le nom est marqué dans la barre de recherche, mais malheureusement, vu que la qualité de Samy est un peu. Voilà, bon, j'ai du mal à voir, à lire. Mais en gros, je vous explique le concept. Et le concept de ces vases sont magnifiques, puisque c'est exactement le concept, justement, de l'antifragilité. Donc, pour vous montrer, c'est des vases qui, du coup, sont japonais et qui ont pour vocation de montrer, c'est artistique, les fissures. Donc, on prend des vases cassés, on les recolle et on en refait des seconds vases. C'est un peu comme du reconditionné, mais du reconditionné, on essaie de ne pas cacher les fissures. Ce qui est très intéressant. Et je le rappelle encore une fois, hein, ça but profondément artistique, mais aussi, on va dire, un peu philosophique. C'est quelque chose qui, du coup, démontre l'antifragilité et qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que vous devez avoir vos fissures. Certes, on a tous des échecs, on a tous des périodes difficiles, mais il faut apprendre à vivre avec et surtout à reconstruire par-dessus encore plus fort que ce que c'était à la base. Information, hein, c'est pas parce qu'il y a des fissures que c'est fragile. Hein. Pour autant, là, si le vase, entre guillemets, on le manipule normalement, il ne cassera pas. Du coup, c'est les vases de Kintsugi. Voilà. Alors, c'est des types de vases, comment je les ai connus. Pour information, c'est dans la pièce de théâtre de Kerry James, voilà. Il en parlait. Et justement, il expliquait ça et je trouvais ça très beau. Du coup, bah, derrière, j'ai fait des recherches et je trouve que la symbolique est vraiment très jolie, personnellement. Donc, maintenant qu'on a eu cette petite introduction par rapport à ça, j'ai voulu mettre à la base des citations, mais je me suis dit les citations sur l'échec et la victoire, je pense que tout le monde en a absolument marre, parce que tu en vois partout sur Instagram, sur Twitter et tout. Donc, on va rentrer directement dans le concret. Pour moi, qu'est-ce qu'un antifragile? Déjà, premièrement, un antifragile, c'est pas quelqu'un, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui après un gros échec, dès le lendemain, se dit je revais à la salle, je reprends à fond. Il y a quelque chose de très important, qui est développé d'ailleurs par Tim Grover, ok, qui est le coach personnel de Michael Jordan et de Kobe Bryant. Donc c'était un sacré colosse, tu vois. D'ailleurs, il n'a pas coaché qu'eux, hein. Il a coaché d'autres basketteurs pros, etc. Mais en partie eux. Il disait une notion très importante, lorsqu'on a un gros échec, il faut savoir s'arrêter. On est tombé, on est en bas. Mais on ne se relève pas tout de suite. Non, non, on s'arrête, on prend un peu de recul et on essaie de comprendre ce qui vient de se passer. Il y a des gens, vous savez, ils ont un échec et ils repartent tout de suite de plus belle.
Je ne citerai pas des powerlifters parce que c'est très récurrent et vous savez très bien de qui je parle, qui font systématiquement les mêmes erreurs à chaque compétition. Parce qu'il n'y a aucune prise de recul. Il n'y a pas ce moment-là où on voit qu'on a eu un échec. Ok, ben dans ce cas-là, j'arrête, je comprends ce qui s'est passé, je vais comprendre comment je peux améliorer ça et je repars presque de zéro. Ok, c'est important et ça, c'est la première pierre à l'édifice de quelqu'un d'antifragile. Quelqu'un qui sait, on va dire, s'arrêter, prendre du recul et comprendre mieux ses erreurs. Deuxièmement, il faut faire de nos défauts des forces. J'y reviendrai encore une fois juste après, parce que là, je développe un peu trop peut-être pour une introduction, mais c'est important de faire de ces défauts des forces et de réussir à construire des choses solides autour de ce qui peut paraître des défauts de base. Okay, que ce soit d'un point de vue tempérament, d'un point de vue physique. Donc voilà, en tant qu'athlète, avoir un trop gros ego n'est pas un problème, par exemple, dès lors qu'on sait le gérer. Savoir constamment s'adapter, ça, je pense qu'on va tous en parler plus ou moins parce que ça reste un sujet primordial tout en tant que coach. Parce que j'en ai marre d'avoir des athlètes qui se plaignent tout le temps d'un matériel ou autre, alors que littéralement, ils y sont tous les jours. À un moment donné aussi, il faut apprendre à s'adapter à tout ça et à vivre avec. Parce que malheureusement, la vie, c'est pas, on ne peut pas faire un choix sur notre matériel. On a toujours des choses comme ça qui sont indépendantes de notre volonté. Ou même par rapport aux conditions d'ailleurs, hein, parce qu'on en reparlera juste après, j'en reparlerai juste après. Par rapport aux conditions, c'est pareil. Okay, quand tu as un travail dur, c'est comme ça, il faut savoir s'adapter. Malheureusement, c'est dur, mais c'est comme ça. Quelqu'un de fort mentalement ne se trouble pas pour rien, surtout. Non, je veux dire quelqu'un qui, par exemple, va avoir un défaut. Moi, je me rappelle d'une époque où Pana, et Pana a changé depuis, donc c'est pas un tacle, hein, mais où Pana a déjà dit en vlog YouTube qu'il n'arriverait pas à faire une bonne séance s'il n'avait pas son McFlurry avant sa séance. Ça, pour moi, c'est compliqué. C'est carton rouge. Confiance mesurée, il sait qu'il a déjà échoué, mais il s'est toujours relevé. On en parlera également cette fois-ci avec ce livre-là. Okay, et enfin, c'est qu'il est le héros principal de son histoire, parce qu'après tout, on a tous notre histoire, et je pense que c'est important de se considérer à notre place, mais surtout d'avoir de la considération pour soi-même. Il y a des gens qui se voient comme des PNJ. Je pense que c'est pas la bonne manière de faire, c'est pas la bonne manière de fonctionner. Se comparer toujours aux autres, c'est pas non plus la bonne manière de faire. Je pense qu'il y a de la compétition saine, de la compétition malsaine. Il faut quand même se voir avec une bonne vision, une bonne valeur. Voilà. Il y a encore d'autres points. C'est pour ça que j'ai mis 3 petits points, mais en vrai, si vraiment je devais définir un antifragile et les points importants, je pense qu'on aurait pour des heures. Donc c'est pour ça que j'ai mis 3 petits points par après. Maintenant, on peut passer directement au premier sujet, qui est la fragilité. Et qui de mieux pour parler de la fragilité que... Du coup, on attend. C'est moi. Non, je rigole. T'as vu ma story, Samy ? Tu l'as vu, ma story ? Ma story, sur PRO Cube, où je parle de ton bench, où je dis, ouais, c'est toi ? Moi. Bah oui, c'est moi. J'ai vu que c'était Nour qui l'avait mis. J'ai pas compris, c'est passé quoi ? J'ai pas suivi. En gros, il a mis une story avec son bench, son vieux 190 x 3, et il me dit fais gaffe, Samy, presque meilleur que Malik. Et je pensais que c'était toi qui l'avais mis. Il s'est parlé il a mis à la 3e personne. Bref, allez. Maintenant, je laisse Samy parler de la fragilité. C'est parti. Et juste pour revenir un peu sur le sujet de Malik, je pense qu'on l'a tous en tête, notre 83 français qui nous a représenté au championnat du monde, qui ne veut pas évoluer. Aussi. Oui, mais on ne dit pas de non. Non, en fait, c'est très fréquent. Il ne faut pas croire que c'est très fréquent. C'est que... Après, faut pas comprendre qu'il ne veut pas évoluer et qui est tellement suroptimisé par rapport à sa morphologie qu'il ne peut pas faire autrement. C'est quelqu'un de robuste. Mais en fait, voilà. Donc, du coup, ça va être surtout l'échec n'est pas de ton identité. Une Radley Bar ne définit pas qui tu es. C'est pas parce que tu arrives en compétition et que tu loupes ta 3e barre que tu es mis comme faible. J'ai Aurélien qui dit qu'on veut des noms. On en donnera peut-être à la fin, quand le rec sera fini. Mais du coup, c'est pas ça qui va dire qui tu es. Un PR, un échec, c'est vraiment une photo instantanée. C'est pas un verdict sur ton potentiel, c'est pas vraiment une courbe croissante. C'est vraiment à un moment T, sur une forme T et une technique T, comment tu es. Si ce jour-là, tu n'étais vraiment pas bien, donc ça finira par un échec, mais c'est pas parce que tu as fait un échec que ta progression n'a pas lieu. Trop d'athlètes se disent je suis nul après un fail, donc c'est une erreur de perspective et du coup remettre tout en question, que ce soit leur planification, l'entraînement et aussi au final leur sport. Et du coup la valeur réelle, c'est ta capacité à réagir après ça. Pas le résultat immédiat, mais surtout comme Malik l'a dit, ok, t'as loupé, mais qu'est-ce que tu peux faire pour t'améliorer?
Est-ce que c'est un repas, une nutrition qui est pas bonne trop tôt dans l'après-midi ou trop tard avant ton entraînement? Est-ce que c'est ton sommeil? Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est un échange avec le coach? Ça peut venir de plein de choses. Je Ouais. vais tiens juste à prendre la parole 2 minutes, mais c'est par rapport justement à notre coaching aussi. C'est que là, je vous invite à bien remplir vos Google Sheets. Mm. Et ça, je pense que c'est pour tous les athlètes, parce qu'il y a des données qui sont vachement importantes en rapport avec ce que Samy dit, perdent un peu en niveau de forme, et on se rend compte qu'en fait, c'est le poids de corps qui baisse, que l'alimentation est moins bonne, que leur sommeil est moins bon. C'est des points très importants. Et vraiment, du coup, remplissez bien vos sheets. Des fois, vous allez voir des corrélations entre votre vie et vos performances. Vous allez dire, mais en fait, c'est pas de ma faute, enfin, entre guillemets, c'est pas de la faute en tout cas de l'entraînement, c'est de la faute de l'hygiène de vie. Donc, ça, c'est important. Un truc que moi j'avais vu sur certains athlètes, les entraînements où ils sont vraiment en off, ils n'ont pas de boulot, ils ont pas de cours, etc., où ils sont rien fait de la journée, ils sont vraiment moins productifs que les jours où ils sortent du boulot, etc., où c'est une routine et qu'ils ont l'habitude d'être comme ça. Parce que j'avais Théo en athlète et les jours où il avait 200 pas à 18 heures, il était vraiment pas bon, que les jours où il avait 22 000 pas, il était en forme de ouf. Et ça changeait vraiment énormément la chose. C'est le piège du fail forward. Je suis, pardon pour mon anglais, je suis vraiment pas très fort en anglais. Mais l'idée, c'est d'échouer égale progresser et trompeuse. Moi, j'ai souvent eu la phrase de l'échec fait partie de la réussite. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me décrit, en fait, c'est par l'échec et la remise en question que l'on progresse. Mais aussi, c'est pas parce que du coup tu échoues que tu progresses. C'est assez complexe ce milieu et tous les points de vue sont possibles, mais il faut vraiment voir l'échec comme quelque chose où on peut analyser personnellement pour s'améliorer. Du coup, répéter les échecs sans analyser, c'est tourner en rond. Se prendre, du coup, on peut revenir sur le squat de notre cher 83, où à chaque compétition, il se fait pas valider son squat et qu'il ne remet pas en question et qu'il retourne en compétition internationale avec le même lift en croisant les deux droits. C'est vraiment, il tourne en rond. Il sait que si les astres sont alignés, c'est bon, ou sinon c'est mort. Du coup, certains finissent par chercher la chute comme si elle pouvait l'effort. Vraiment tester leur max au maximum. C'est marqué RPE 9 sur la prog. Ok, bah, la charge qui était indiquée, elle est passée RPE 8. Bah, je vais mettre 5 kilos, 10 kilos de plus pour au final me louper. Mais au moins, je me suis donné à fond. C'est pas vraiment l'objectif. L'objectif est vraiment de se faire confiance et vaut mieux finir sur quelque chose où on a de la marge que se brûler les ailes. L'échec devient utile que s'il devient un apprentissage. Je suis un peu fatigué, je bégaye. Mais du coup, il faut surtout changer de regard de la victime à l'élève. Question de réflexe toxique. Pourquoi moi? Non. C'est pas parce que c'est toi actuellement que tu loupes. Je me suis perdu un peu dans mes propos. C'est pas parce que c'est toi qui loupes que ça va être une généralité. La nouvelle approche, c'est qu'est-ce que ça m'apprend? Pourquoi j'ai loupé? Ok, je sais que j'ai mangé McDo 1 heure avant, je suis ballonné, j'arrive pas à mettre ma ceinture. Ok, bon. Le Bah, McFlurry, justement. de quoi? Le McFlurry, justement. C'est ça. Voilà, tout simplement, mais j'ai eu des athlètes qui sortent du McDo et qui viennent s'entraîner et qui me disent je suis ballonné, j'arrive pas à faire ma séance. Ok, t'as fait l'erreur une fois, mais maintenant tu le sais. Le ah bah non, oh bah j'ai oublié ma ceinture. Pareil, c'est un truc tout bête. Bah tu le fais l'erreur une fois, tu le fais pas deux. Et ça te permet d'apprendre et d'évoluer. Chaque échec est un signal. Ton corps, ton esprit, ton contexte parlent. Derrière, je vais vous faire un petit questionnaire de pourquoi une barre peut être loupée. Et du coup, le vrai progrès, c'est la capacité à décoder ces signaux, comprendre le pourquoi. Et c'est pour ça qu'on est là avec vous pour vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe à ce moment T. Donc là, vous pouvez allumer les micros, même Malik et Nour, et ça aide surtout les causes d'un échec possible. J'en ai dit quand même un grand nombre, et il me semble que j'en ai 7. Bah, t'as la technique. Si t'as une mauvaise technique, enfin par exemple, si tu te laisses écraser sur ton squat, alors que d'habitude tu retiens pas mal l'attention, bah il se peut que sur du lourd tu fails, par exemple. T'as la forme générale, donc le sommeil, l'alimentation. Si spécialement sur ta fin de bloc t'as du lourd et que les 3 derniers jours avant ta séance, bah tu dors peu, tu dors 2 heures la nuit et tout ça, bah forcément ça t'impacte. L'alimentation, si t'as mangé vraiment, vraiment excessivement avant ta séance, t'as mangé un tacos XXL, forcément ça va remonter, ça va être compliqué. Après, ça dépend des personnes, mais ça peut remonter. Il y a d'autres facteurs. Je sais pas, si t'as pas du tout l'habitude d'un matériel, ça peut, si par exemple tu t'entraînes jamais surcalibré, tu vas surcalibrer, bah tu peux te prendre un mur, mais quand même tu le sentirais sur tes barres de chauffe que c'est un peu plus compliqué. Donc
normalement, t'adapterais. Après, la force aussi. Hein. Non, Mais- mais il faut le dire parce que, bon, après, Bien c'est sûr. vrai que des fois, les gens ils ratent parce que juste, c'est trop lourd pour eux. Mais il y a tellement de variables possibles maintenant de l'échec, c'est qu'il faut aussi le comprendre. Donc là, voici toutes les causes. Et bien sûr, on ne l'a pas vraiment parlé, mais aussi la force, tout simplement. Une barre était trop lourde, un ego un peu trop ce jour-là, donc la barre est restée en bas. Donc du coup, il y aura le matériel ou une salle différente, donc des repères perturbés. On l'a vu au France Junior, un matériel de chauffe qui n'est pas pareil que la plateforme, donc très compliqué aussi. Il n'est pas pareil aussi que les événements précédents. On va avoir l'alimentation, le sommeil et la fatigue nerveuse. Si ces derniers temps, ton boulot te prend énormément d'énergie mentale, faut aussi l'exprimer à ton coach. Parce que c'est une fatigue qui ne se ressent pas forcément dans ta vie de tous les jours, mais sur du long terme est vraiment impactant. Il va y avoir le stress, la peur, une douleur, une gêne. Bien discerner la douleur et la gêne, ce n'est pas la même chose. Pour moi, une douleur t'empêche de lift. Et une gêne, c'est vraiment quelque chose que tu ressens, qui te gêne, mais derrière, tu peux lift. Derrière, on aura une technique instable ce jour-là, ou parmi toutes tes séances, c'est pour ça qu'on travaille ça, pour vraiment avoir une technique répétable, que ce soit sur du léger, du moyen et du lourd, environnement variable. Et cet environnement variable, il faut vraiment le prendre en main, parce que c'est toi qui as la clé de tous ces environnements pour maximiser tes séances et du coup ton progrès. Comment de endurcir redéfinir la progression. Oh, je suis Tu veux un fatigué. café, mec? Tu veux un petit café? Non, moi, c'est pas de Monster, pas de Red Bull aujourd'hui. Mais Mais du coup, non, arrête. le PR n'est pas une validation de ton existence. C'est pas parce que tu as PR aujourd'hui et que tu as mis 15 kilos sur ton 1RM en catch and go en hip thrust parce que tu es fesses d'école que derrière, tu es meilleur que quelqu'un qui a fait juste 5 kilos de moins et qui est vraiment au standard. Parce qu'en final, savoir qui est le plus fort, c'est le jour de la compétition. Et ça, je l'ai appris un peu trop tard, on va dire, dans mon existence de power. Parce que Malik, il était là, il est passé par là, et il m'a dit ta gueule. C'était sa meilleure version. Mais du coup, c'est juste un point sur une courbe longue et irrégulière. Si la courbe était vraiment exponentielle, tu exploserais tes verres chaque semaine. De 1, ce serait trop facile. De 2, c'est pas la réalité. Et ça ne sera jamais la réalité. Une personne qui va faire que de progresser entre ses débuts et à la fin de sa carrière, soit il s'est entraîné 2 semaines, ou soit c'est un extraterrestre complètement dopé. Mais ça, on ne le dira pas. Et du coup, la vraie progression se construit sur des mois et des années. C'est pas parce que sur ce bloc-là, tu es un peu plus bas que le bloc d'avant que dans 6 mois, tu n'auras pas progressé. Le but vraiment est d'augmenter son total sur du long terme et être efficace, efficient et de ne pas se blesser. Un raté n'est pas une preuve contre toi. C'est un rappel que l'apprentissage prend du temps. Parce qu'en fait, le seul chose qui nous restreint, c'est vraiment le temps entre deux compétitions ou entre deux catégories, etc. Du coup, là, on va vraiment transformer l'échec en moteur. Poser les bonnes questions. Fatigue du corps ou doute mental? Est-ce que c'est vraiment ton corps qui est fatigué? Est-ce que c'est vraiment un stress interne? C'est vraiment des possibilités que nous, en tant que coach, on ne peut pas le savoir et il faut que tu t'exprimes. Un problème technique ou simple jour sans, un ressenti sous une barre peut être différent d'un jour à l'autre. Donc vraiment, c'est des choses où là, tout ce que je vais t'expliquer, ça va être des choses qu'il faut que tu nous transmettes parce que derrière, on ne pourra pas vraiment le savoir. Le besoin de repos ou d'ajustement de méthode, ça, c'est à nous de le faire. Et du coup, la force athlétique, c'est une confrontation répétée à la barre. Parfois, tu passes, parfois non. Mais derrière, tu apprends toujours. Ton identité n'est pas dans le fail, mais dans ce que tu construis après, sur ta remise en question et sur ta relancée de progression. Alors là, on va Let's introduire go! la deuxième partie, comment t'endurcir. Parce que là, du coup, on a parlé de l'échec. On a introduit ce que c'est un robuste, un fragile, un antifragile. Et maintenant, toi, comment t'endurcir pour devenir un antifragile? Parce que du coup, on veut t'aider à ce que tu le deviennes aussi. Ou du moins à ce que tu le comprennes. Donc la première chose, c'est qu'il faut pas toujours t'écouter, ok? Donc en fait, que tu sois fatigué, malade ou que tu aies des mauvaises sensations et que tu vas à la salle, tu sens, voilà, t'es fatigué, tu sens, aujourd'hui la technique c'est pas top, enfin tu te sens pas super bien, fais quand même ta séance, te dis pas, je suis fatiguée aujourd'hui, je pense je vais rentrer chez moi, ok, je vais rentrer chez moi, non, fais quand même ta séance, même si t'as pas des bonnes sensations, tu fais un feedback à ton coach, tu dis ouais voilà, aujourd'hui je me sentais pas très bien, mais tu fais quand même ta séance. Surtout, faut prendre du recul sur la situation. Tu vois, pas écouter tes émotions sur le moment T, même si tu te sens pas bien, que t'es malade, etc. Faut pas que tu t'écoutes et que tu te dises ouais, je la fais quand même. Et en fait, c'est ce style de séance, ce genre de séance où tu te sens pas forcément bien, où la séance elle est pas extraordinaire, qui sur le long terme va te faire progresser. Parce que t'as les bonnes séances et les mauvaises séances qui s'alignent.
Et à la fin, ça va te permettre de progresser. Par exemple, sur un bloc, on va dire que tu as 4 séances semaine, une séance qui se passe très bien, les 3 autres un peu moins. Mais pour autant, sur la fin de bloc, tu peux très bien faire un PR ou faire une très belle performance. Tout ça parce que tu as fait toutes tes séances. Si tu les aurais pas faites, et bah malheureusement, tu aurais pas pu performer à la fin. Donc faut prendre du recul et si t'arrives pas, bah, quand même la faire. Et par exemple, si on prend sur 3 ans d'entraînement, ça t'arrivera forcément, c'est obligé que tu auras des périodes d'entraînement où ça se passe un peu moins bien. Tu vois, par exemple, 1 bloc, 2 blocs, 3 blocs, il se peut que ça se passe un peu moins bien, que tu as l'impression d'un peu moins progresser. C'est inévitable. Tu pourras pas tout le temps bien progresser sur tous les blocs. Sinon, bah, la progression, elle serait linéaire et ce serait génial. Et donc, c'est inévitable. Du coup, faut t'y préparer. Et quand tu arrives dans cette période-là, tu te dis, bon, ok, je continue quand même. Parce que si t'abandonnes tout le travail que t'as fait avant. C'est-à-dire les 3 ans où t'es allé à la salle tout le temps, ça, tu l'abandonnes juste parce que t'es dans une période un petit peu compliquée. Forcément, tu vas bien finir par sortir de cette période, soit parce que t'es dans cette période parce que l'hygiène de vie est pas top, soit parce que ton travail mentalement te prend trop. Mais de toute façon, tu peux toujours trouver la solution entre guillemets avec le coach et faire en sorte que sur la suite, bah, t'arrives à retrouver un élan de progression. Mais si t'abandonnes là, t'abandonnes tout ton travail. Donc, faut le prendre en compte. Et donc, pour continuer d'aller à la salle dans ce genre de moment de creux, il faut que tu te trouves un pourquoi. Parce que si t'as pas un pourquoi assez fort, une raison, en fait, le pourquoi, qu'est-ce que c'est? C'est une raison profonde qui va te pousser à t'entraîner même quand rien ne va. C'est pas juste pour Instagram, tu vois, un pourquoi, c'est pas juste vouloir un total et c'est pas juste une envie passagère, une envie ponctuelle, ouais, j'ai envie d'aller m'entraîner, tu vois. C'est plutôt une conviction, le pourquoi. Donc, ton pourquoi, c'est ce qui te reste vraiment, du coup, quand ta motivation, elle est morte. Donc, elle est vraiment différente d'un athlète à un autre. Donc, si moi je donne mon pourquoi, ça va pas être le même que Malik ni de Samy. Ouais, vas-y, dis-moi. Excuse-moi, c'est pour ça qu'on demande aussi de noter vos objectifs sur le sheet, que ce soit vraiment vos mots et que nous, on puisse vraiment le comprendre et que c'est pas nous qui les transmettons directement. Comme ça, nous, on vous envoie au maximum vers vos objectifs. Et c'est aussi pour ça qu'on vous demande en général vos objectifs au début du coaching, ou même parfois qu'on vous demande, ouais, est-ce que vous voulez faire une compétition, ou qu'on se fait parfois des appels pour savoir ce que vous voulez faire cette année, si vous voulez juste prendre du plaisir à l'entraînement, ou si vous avez une ambition plus haute, pas l'un que soit meilleur que l'autre, mais juste pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire, et ça vous donnerait un peu une indication de votre pourquoi, déjà. Donc comment trouver votre pourquoi? Alors, petit exercice à faire, que je vous conseille de faire, c'est de prendre une petite feuille et d'écrire 5 fois cette même phrase. Donc, je fais de la force athlétique parce que... Et en fait, à chaque phrase, au départ, ça va être pas très profond. Mais au bout de la 5e phrase, normalement, ce sera un peu plus profond et ça vous rapprochera un peu de votre pourquoi. Et comme ça, on se rapprochera de ce qui résonne vraiment avec vous et ce qui est le plus vrai chez vous. Pas mal, pas mal. Donc, on a des devoirs. On a eu le devoir de Samy, où il nous a interrogé contre surprise sur les causes des échecs. Et maintenant, on a eu le devoir de Nour, qui est intéressant. Qui est intéressant et que je vous conseille de faire. Moi aussi, j'ai des petits devoirs pour vous, de la lecture. J'espère que vous lisez. Est-ce que Samy et Nour, vous lisez un peu? Non, je dis Bah, pas. en vrai, plus des choses sur Internet plutôt que des livres. J'ai pas trop le temps à l'heure actuelle. Ok. Et dans les spectateurs et spectatrices, y a-t-il des gens qui lisent un petit peu? Mettez dans les commentaires, voilà, que je suis curieux. Ok, cool. Bon, bah voilà. Alors, bon, on va commencer tranquillement. Du coup, partie 3, devenir antifragile. Arriver justement à cet idéal d'être quelqu'un qui, non pas se casse au premier vent, non pas se renforce, enfin non, justement, se renforce, et non pas se casse avec le temps, mais se renforce pour devenir quelqu'un d'inarrêtable et qui réussira, je l'espère, aussi bien dans le sport, mais aussi dans la vie, puisque vous l'avez compris, réussir dans le sport, ça vous permet d'apprendre plein de choses sur vous et donc de devenir des meilleures personnes dans la vie de tous les jours, dans votre travail, etc. Ou même dans le powerlifting si c'est votre travail. Hein. On ne sait jamais. Certains ici deviendront professionnels, je vous le souhaite. Bon, en tout cas, la première chose, et j'en ai déjà parlé en long, en large tout à l'heure, c'est apprendre à prendre son temps, ok? À prendre du recul. Je pense que dans ce monde actuel des réseaux sociaux, on est tous très pressés. Hein, on a les minima, on a telle performance de tel concurrent. En plus, aujourd'hui, les concurrents, ça pop de partout. Alors, on ne sait pas d'où ils sortent. Alors, imaginez pour moi, hein, moi, je vais sur Instagram, je m'arrête une semaine, je reviens, il y a 2 Américains qui m'ont pris mes PR. Moi, je ne comprends pas. Bon, bah, imaginez, pour tout le monde, c'est le cas. Vous avez tous des concurrents, des gens que vous surveillez, des performances qui explosent, vous vous comparez, vous avez les minima qui explosent. Bref, chill. Prenez votre temps.
c'est la phrase un peu bateau, mais le sport, c'est avant tout aussi un marathon. C'est que, comme le disait si bien Samy et nous, vous l'avez tous les deux très bien résumé, eh ben, si on veut se dépêcher, si on veut aller vite, etc., souvent, ça finit assez mal. Il vaut mieux prendre son temps, prendre du recul et essayer d'apprendre de ses erreurs. Au final, d'ailleurs, c'est quelque chose que Samy a dit et sur lequel j'étais assez content que tu le dises parce que, au final, c'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel dans ce webinaire, dans ce sujet. C'est que le vrai secret, finalement, c'est que les erreurs, on dit souvent, ça rend plus fort, ça ne rend pas plus fort. Hein. Les erreurs, ça rend pas plus fort. Ce qui rend plus fort, c'est ce qu'on en retient. Il n'y a personne qui, après avoir raté, dit « Ah là, vraiment, ça y est, je suis une personne différente. » Non, ce qui rend différent, c'est que tu rates et en fait, tu prends du recul et là, tu comprends ce qui se passe. Oui, Nour? J'allais dire, c'est surtout la capacité d'analyser, de prendre du recul et de réfléchir ce qui s'est passé. Et d'être surtout honnête avec soi-même, tu vois. Pas se dire, Mm. ouais, j'ai juste fail à cause de la force, alors que c'est peut-être pas la force. Il y a d'autres problèmes sous-jacents. Ça, c'est important aussi. Exactement. Et d'ailleurs, c'est aussi l'intérêt d'avoir un coach. Hein, pour le coup, voilà, je vous le dis, c'est un des intérêts, c'est que le coach a un point de vue extérieur. D'ailleurs, en parlant de ça, petit quiz, moi aussi, même si c'est marqué sur le sheet, enfin sur le truc là, mais ne lisez pas. Quel est le point commun de tous ceux qui ont réussi? Je vous l'ai Tadadam. caché. Et quoi? Je vous l'ai caché. Bon, en tout cas, le point commun, je vous le dis, c'est qu'ils n'ont jamais abandonné. Hein. C'est-à-dire que là, il y a un seul truc qui relie tous les gens qui ont réussi, c'est qu'ils n'ont jamais raté. Le seul moment où finalement vous êtes vraiment dans un échec concret, genre vous vous dites là j'ai échoué, c'est le moment où vous lâchez les armes en fait. Okay, comme dit Nour, quand vous êtes dans une période un peu compliquée et que là vous vous dites bah tant pis et que vous mettez 3 ans d'entraînement à la poubelle, là c'est un vrai échec et un vrai abandon. C'est là où vraiment vous vous dites j'ai échoué. Okay, mais quelqu'un qui continue à avancer, il ne peut pas dire qu'il a échoué puisqu'il continue sans cesse, sans cesse, sans cesse. Okay, je voulais retrouver une phrase que malheureusement je n'ai pas retrouvée. C'est une phrase en fait qui m'a été confiée. Ça fait un peu histoire Oussama Ammar, mais c'est pour de vrai, par ma prof d'art plastique. En fait, à l'époque, j'étais dans son cours et il y avait plein de fiches avec plein de citations, et dont une sur justement ça. Il disait en gros, à chaque échec, on se rapproche du succès. Et je l'avais accroché dans ma chambre parce que je trouvais cette formule incroyable. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est vraiment ça, c'est que chaque échec nous rapproche du succès, mais évidemment à condition, et c'est là où on vient à la deuxième phrase, d'avancer d'une façon un peu différente, de faire les efforts pour comprendre, analyser et se réformer. C'est un peu la phrase d'Einstein, je crois, qui dit, là, genre en mode, quand on fait toujours la même chose, en fait, c'est juste de la folie. C'est celui qui fait la même chose pour espérer un résultat différent, en fait, il est fou, quoi. Mais ça, c'est la réalité. C'est que, fondamentalement, si on fait la même chose en boucle, on aura toujours le même résultat, parce que les conditions, si on part du principe qu'elles sont les mêmes, et elles sont toujours les mêmes, voilà, ça ne marchera pas. Donc, à moins que les règles, par exemple, pour notre ami squatter fou 83, à moins que les règles de squat changent, et continuer à faire la même chose, c'est de la folie. Bon, après, là, vous voyez, j'ai un peu abandonné la mise en page parce que moi, je n'arrive pas. Alors, du coup, devenir antifragile toujours. Ensuite, on a la capacité de s'adapter. Donc, tout le monde est bon dans les bonnes conditions et vos problèmes sont des excuses de lâche. Voilà, j'ai voulu l'écrire à mode américaine, mais c'est la réalité. À un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Écoutez, je vais vous dire un truc. Un jour J, on va dire une compétition. Celui qui se plaint du matériel ou de l'arbitrage et remet la faute de son échec ou la faute du fait d'avoir perdu son titre sur l'arbitrage ou le matériel, c'est une excuse de lâche. Pourquoi? Et j'ai déjà eu cette excuse-là, hein, mais je le dis. Pourquoi? Le jour J, tout le monde a le même matériel, tout le monde a les mêmes arbitres. Donc si quelqu'un vous a battu, c'est qu'il était meilleur que vous. Point. Pareil pour le jour d'entraînement, tout ça. Chacun a des problèmes. Ne croyez pas que la vie idéale, ça existe. On a tous des problèmes familiaux, on a tous des problèmes sentimentaux, on a tous des problèmes financiers, de travail, qu'importe. Je vais vous dire, hein, c'est là qu'on voit surtout, c'est un peu la phrase aussi, les perdants trouvent des excuses, les gagnants des solutions. Par exemple, moi, quand j'avais 14-15 ans et que j'allais en vacances avec ma famille, je marchais 1 heure à pied pour aller à la gare, et à la gare, je prenais un train pour aller à la salle. OK? Et je faisais ça tous les jours. Et en fait, ça, c'est une solution. Solution que je ne conseille pas non plus à tout le monde, mais quand j'avais 14 ans, je n'avais pas l'argent pour aller en salle, je fraudais. Fitness Park Valence, je tirais la porte comme ça très fort, elle s'ouvrait,
et il n'y avait personne à l'époque à l'accueil, du coup, c'était au calme. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne dis pas de frauder, mais en fait, chacun a ses problèmes et le tout, c'est de trouver une solution. Moi, j'ai déjà coaché des gens qui sont parents, qui ont plein de problèmes par-dessus la tête, mais qui trouvent quand même le moyen de s'entraîner, de progresser. OK? Donc voilà, je tiens à le dire, c'est important. Il y a des gens ici, on a tous des problèmes. Voilà. Il faut juste arrêter les excuses et plutôt chercher les solutions. Il faut faire de vos défauts des qualités. Et ça, c'est sur le point physique, genre mode musculaire, tout ça. Sur le point technique, par exemple, si moi, mon point faible, par exemple, il y a 3 ans, 2 ans, et Nour le sait très bien, ce qui était avec moi à l'entraînement, c'était le grip au terre. J'ai plus de problème là-dessus. J'aurais pu avoir l'excuse de dire ma main n'est pas bonne, La j'ai pas de crème. force de grip. Voilà. Non, mais je me suis débrouillé pour trouver une solution. Ça m'a pris 3 ans pour trouver une solution, mais j'ai trouvé la solution. Ça, c'est des choses qu'il faut mettre en place. Un mec antifragile, un système antifragile, ça s'adapte aux différentes choses, aux différentes évolutions. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que là, on parle sur le point physique, sur le point technique, mais on a aussi le point mental. En powerlifting, c'est très souvent sous-estimé, mais le point mental est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes quelqu'un qui, de base, est très nerveux, ben, en fait, mettez-le à profit. Mettez-le pas à profit sur les arbitres qui n'ont rien demandé. Mettez-le à profit sur vos barres. Exemple simple. Moi et Khaled, par exemple, Khaled Ben Bachir, on a déjà eu des compétitions où ensemble on a eu des problèmes d'arbitrage ou des problèmes avec des gens qui se foutent un peu de notre gueule. Et ben, au lieu d'aller insulter l'arbitre, l'essai d'après, on met toute la colère qu'on a envers l'arbitre dans le fait de faire le meilleur essai qu'il ait jamais vu de sa vie. Ben là, c'est très productif en fait. Là, c'est bien productif. Alors, je parle d'être nerveux. Je peux parler aussi du fait de pouvoir être très triste. Servez-le. Du fait d'être, enfin, servez-vous-en, d'avoir un gros ego. Au lieu d'avoir un gros ego et d'être un connard imbu de sa personne, servez-vous de votre gros ego pour vous prouver des choses à vous-même. Vous voyez? Il faut savoir utiliser ses défauts en tant que qualité. Parce que sinon, on n'avancera jamais correctement. Et on ne peut pas mettre ces défauts de côté comme s'ils n'existaient pas. Ils existent. Donc, il faut les utiliser. Voilà. C'était le petit point défaut-qualité. Ensuite, quelqu'un de fort. Vous avez vu, les petits cookies est pas mal. Hein. Bref, quelqu'un de fort mentalement ne se trouble pas pour rien. J'en ai déjà parlé. Désolé, mais si dès que c'est un peu difficile, tu remets tout en question. Avant d'écouter la suite, écoutez bien ça. Et bien, si à chaque fois que c'est difficile, tu remets tout en question, c'est qu'il y a un problème comme dans ta conception, parce qu'en fait, la difficulté, elle fait partie du processus et c'est inhérent. Ok, il y a besoin de difficultés pour pouvoir progresser. C'est dans l'adversité qu'on progresse. Mais également, écoute la suite, parce que si jamais tu remets tout en question, non pas sur tout, mais sur toi-même, que tu te rabaisses, écoute ça. Ce livre, Quentin Giraud, mon élève, n'aime pas trop cet homme parce qu'il ne le connaît pas. Par contre, beaucoup de mes élèves kiffent cet homme, David Goggins. Pourquoi j'ai mis des cookies? C'est un principe qui existe dans son livre, le poids cookie, et je vais vous l'expliquer. Qu'est-ce qu'une bonne confiance qui permet de ne pas remettre le processus en question à chaque fois? C'est très simple. C'est simplement une confiance où on se rappelle de là où on a échoué et de là où on s'est relevé. Je le répète, tous les gens qui sont là dans le live actuellement, là, et tous les gens qui écouteront la vidéo par après, tous les gens, même d'ailleurs dans le monde, dans la rue, on est tous les mêmes. Hein. On a tous des vies difficiles par moment. Il n'existe pas une vie facile, peu importe de où on vient ou qui on est. Bon, et bien vous remarquerez une chose, c'est que on est tous encore en vie et on en est tous sortis jusque-là. Moi, ce que je vous conseille comme exercice pour compléter celui de Nour, c'est de noter sur une feuille plutôt, pas dans une feuille, sur une feuille, toutes les choses difficiles par lesquelles vous êtes passé, par lesquelles au début vous pensez que vous en sortirez jamais. Genre, vous vous disiez, mais c'est impossible, c'est trop dur pour moi. Et finalement, par après, vous en êtes sorti. Notez-le, franchement, faites l'effort de le noter, vous allez voir, vous allez avoir une liste. Petit à petit, ça va être dur au début de noter, puis après, ça va s'agrandir, 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 s'agrandir. Des choses toutes simples hein, sur votre enfance, des choses dont vous êtes fiers, ok? Ça peut même être juste faire avoir couru 10 km, on s'en fout, qu'importe. Des trucs qui sont difficiles pour vous, que vous avez réussi à faire. Et tout ça, à chaque fois que ça va devenir dur, que vous allez avoir, on va dire, un échec ou un moment de difficulté, un moment où vous allez vouloir tout remettre en question, eh ben, piochez un souvenir, piochez un moment où vous vous êtes dit, j'y arriverai pas, et où vous y êtes arrivé. Ok? C'est ce qu'on appelle le poids cookie dans le livre de David Goggins. C'est comme ça qu'il l'appelle. Lui, il disait, quand il courait des 100 km, des 300 km même, il a déjà fait, et ben en fait, dès que c'était difficile, il se rappelait de quand on le harcelait à l'école, quand son père le battait, quand il a perdu des kilos, quand il s'est remis en forme, il se rappelait de tout ça.
Et en fait, il prenait tout ça comme une motivation en se disant, en fait, je suis capable. J'ai déjà réussi à traverser tellement de choses que j'en suis capable. Donc, moi, je vous le dis à tous, on n'est pas tous destinés à échouer. On a des périodes difficiles. Rappelez-vous juste de tout ce que vous avez déjà accompli pour en arriver ici, être encore vivant. OK ? Donc voilà, ça c'est hyper important. Notez-le. Et quand c'est difficile, rappelez-vous de ce que vous avez déjà fait et de ce que vous valez. Ça, c'est être foncièrement antifragile. OK ? Parce que du coup, avec toutes nos erreurs, on s'est reconstruit plus fort. Pour aller plus loin, je vous invite à consulter David Goggins, enfin pas en présentiel ou en tant que voyant ou je sais pas quoi, hein, mais du moins aller regarder. Alors, ces vidéos, je vous le dis directement, ces vidéos, c'est pas forcément le plus intéressant parce que David Goggins est américain. C'est-à-dire que pour vendre ses livres, et ce sera pareil pour Tim Grover d'ailleurs, quoique c'est un peu moins pire, mais c'est aussi le cas, pour vendre leurs livres, ils vont avoir des discours qui sont démesurés, à l'américaine, du style « Ah, t'es une merde, relève-toi !» Voilà, c'est pas ça que je veux que vous entendiez, c'est pas ça le but du propos. Lisez plutôt ce livre, ou si vous n'aimez pas lire, c'est pas grave, il est disponible en audiobook sur Kindle. Enfin, vous savez, je sais pas, c'est Audible, je crois. C'est Il est audible. disponible en audiobook. Écoutez-le, je vous promets, hein, que vous ne le regretterez pas. C'est vraiment insane. Moi, je l'ai écouté une fois, et j'ai tellement kiffé l'écouter que je l'ai acheté pour le relire. C'est génial. Et vraiment, ça, c'est un truc qui change une vie. Donc, je vous le conseille. Et là-dedans, en fait, vous n'allez pas du tout entendre parler, on va pas du tout vous parler comme une merde. Au contraire, c'est un livre où David Goggins nous apprend avant tout à s'aimer, en fait. OK ? À apprendre à se connaître et à s'aimer. Et c'est plus important, à s'aimer comme on est et à avancer avec la personne qu'on est. Livre à lire absolument. Tim Grover, alors moi j'ai 2 livres à lui, je sais pas le 3e, mais ces 2 livres-là sont pas mal. Alors là, c'est Gagné, c'est celui que j'ai le moins aimé, mais mon préféré c'est celui-là. OK ? C'est Devenez accro au succès. Tim Grover, c'est un homme qui a coaché, comme je l'ai dit, Kobe Bryant, Michael Jordan, je crois qu'il y a pas mal d'autres personnes aussi, mais j'ai oublié leur nom parce que j'aime pas trop le basket. Mon petit frère sera meilleur là-dedans pour vous aider. Mais en tout cas, enfin, vous aider, pour vous dire les noms, mais bref, il n'est pas là. Quelle équipe? C'est rien. Quoi? Quelle équipe? Non, c'était un coach perso. C'est pas un coach d'équipe, c'est un coach perso. C'est-à-dire qu'il était coach pour des gens sur le renforcement physique, etc. C'est pas du tout un coach perso. Mais je pensais que c'est tu pas du tout un cherchais coach, le nom d'un joueur. non, du coup, je sais plus c'est quoi les joueurs, mais c'est des joueurs qui ont gagné des bagues en NBA, en tout cas. Bref, donc c'est pas le sujet. Le sujet, du coup, c'est que ce coach-là, il est super intéressant. Je vous invite pour le coup à regarder quelques petites vidéos de lui si vous voulez. Si jamais vous aimez bien, achetez ce livre-là en premier. Celui-là, il n'y a pas vraiment besoin. Voilà. Celui-là, c'est hyper important. Devenez accro au succès. Je ne l'ai pas vu en audiobook, mais en tout cas, je l'ai lu comme ça. Au début, je l'ai lu sur Kindle, en PDF, quoi. Puis après, je l'ai acheté et je ne regrette pas, c'est génial. OK ? Biographie. Biographie, il y en a pas mal. Bon, celle-là, c'est ma préférée. Celui de Mohamed Ali, génial. Mais il y en a pas mal d'autres. Celui-là, je ne l'aime pas. Donc celui-là, je vous le déconseille. C'est le Bolt. Lui, c'est un mec qui mangeait des nuggets pendant le. Voilà. Et sinon, vous avez évidemment le gros pavé de Schwarzenegger. Par contre, il faut avoir la motivation. C'est quasiment 700 pages. Et c'est quand même globalement écrit, c'est pas écrit gros non plus, quoi. Donc là, il faut avoir la motivation pour le lire. Voilà. Vous avez également des films. Rocky, pour ceux qui savent, c'est ma saga préférée. C'est l'antifragilité absolue. Rocky 1, Rocky 3, les meilleurs. Documentaire, vous avez Pumping Iron. Je vous invite vraiment à le regarder, c'est génial. Et c'est par rapport justement à Schwarzenegger, c'est totalement dans la même lignée. Plus exotique. Attendez, je vous prends. Plus exotique. Qu'est-ce qu'il y a? Tu nous montres Ouais, toute ta tu rigoles. librairie, ça me fait rire. Non. Plus exotique, Oro, bibliothèque. de César Daike, qui est pas mal du tout. C'est pas tellement l'antifragilité, mais ça montre quelqu'un qui justement part à l'aventure et qui s'adapte à toutes les situations. Donc en fait, ça rentre un peu dans la lignée. Et pour le coup, ça n'a rien à voir avec le powerlifting, mais ça peut être intéressant. Voilà. Bon, je vais pas vous tout montrer, non, contrairement à ce que tu crois, mais j'ai déjà montré quelques petits ouvrages qui pourraient peut-être vous intéresser pour ceux qui aiment lire et qui veulent aller plus loin. On va parler d'Anthony Robbins, mais je sais pas c'est qui a dit ça. Je crois que c'est C'est où le Clémentine. message? C'est Clémentine. Ouais. Ok, Clémentine, Anthony Pouvoir Robbins, j'ai jamais illimité. lu, donc je sais pas du tout ce que ça vaut. Mais si jamais ça vous intéresse, essayez. Par curiosité, je lirai et je te dirai. Bon, nos expériences d'antifragile. Je pense qu'on en a tous rencontré du coup en tant que coach, mais en tant Moi, je suis qu'athlète fragile, perso. aussi. Malik, après, il est toujours dans le côté un petit peu fragile, depuis qu'il met de la crème pour avoir du grip. Voilà. Malheureusement, moi, je pourrais pas témoigner. Mais du coup, dans un cas perso, moi, il y a à peu près un peu plus de 3 ans de cela, je me suis fait opérer de l'épaule
à cause du foot américain. Et à l'époque, je commençais à faire un peu de développé couché pour la prépa physique et tout. Et mon kiné et mon chirurgien m'ont dit, mais de toute façon, tu ne referas plus aucun exercice de poussée et de développé couché, tu peux oublier. Bon, comment dire que 3 ans après, il a totalement faux. Donc, en fait, c'est ce côté antifragile, frère, de ce qu'on me dit, qui m'a poussé aussi au début à en faire, bien sûr. Et du coup, bah, c'est devenu une force parce que une certaine rage dessus, une certaine envie. Je sais que avant l'opération, je crois que j'avais 110 au max. Et je sais que j'ai repris la poussée 2 mois après l'opération et 1 mois après la reprise, j'avais repassé 110, genre en un mois. En un Donc, mois, non. avec la rage, on peut tout faire. Après, il n'y a que 110. Mais oui, mais un mois, parce que c'est ton ancien max en plus. Ouais, donc un Donc, mois pour reprendre, c'est propre. c'est fort, hein. Ouais. C'est propre. Bon, maintenant, c'est presque la moitié de mon max, mais bientôt, bientôt. Moi, vous m'avez mis douleur à cause de la sciatique. Bon, en vrai, des expériences antifragiles, j'en ai énormément. Parce que bah, ça fait quand même 9 ans que je m'entraîne. Mais celle-ci est intéressante. Je vais rapidement expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, elle est applicable à vous tous. Parce que j'ai eu une douleur. Et en vrai, le processus est passé par beaucoup de renforcement sur une zone spécifique. Et en fait, du coup, c'est un peu aussi l'image du vase. C'est qu'il y a eu une fissure quelque part. Il y a eu un renforcement fait dessus. Et la zone, maintenant, elle est plus forte qu'avant. La blessure a permis d'être encore plus fort qu'avant la blessure, puisque cette zone-là est plus forte qu'avant, littéralement, au sens physique. Donc, c'est un bel exemple, voilà. Après, bon, j'ai pas forcément, j'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais pas forcément étayer plus que ça. Mais c'est une belle métaphore réaliste, quoi. Bah, surtout que tu avais essayé d'autres choses, tu as tout essayé hein, pendant ta blessure. Et je pense Oui, aussi de te détacher un petit peu de la force, ça t'a aidé un petit peu. bah, c'est ce que je disais juste avant, hein. C'est la prise de recul. C'est-à-dire que Mhm. l'erreur que je faisais, c'est que j'avais mal et dès le lendemain, je réessayais. J'ai mal, je réessaye. J'ai mal, je réessaye. J'ai mal, je réessaye. Des fois, il y a besoin de s'arrêter un peu, de souffler. Tu sais, c'est comme si genre tu cours, t'en peux plus, tu vas crever, tu vas avoir un infarctus, tu vois. Et ben, la connerie, c'est genre tu tombes par terre parce que tu es en train de crever, tu arrives à te relever, tu dis bah je repars. C'est la connerie, tu vois. Tu sais que tu vas recrever derrière. Non, il faut que tu t'arrêtes, tu regardes un peu autour de toi, tu prennes une bonne inspiration, tu regardes les oiseaux passer, tu fasses ah oui, il fait beau, effectivement, je vais mieux, ok, je reprends un rythme plus calme et tu repars doucement. Là, c'est intéressant. Bah, c'est pareil, c'est que juste j'ai arrêté, j'ai pris du recul sur ce qui s'est passé. Au final, la blessure, je ne sais même pas vraiment d'où elle vient, parce que les IRM donnaient rien, rien donnait rien en fait. Même les radios, rien. Les médecins ne savaient pas. Mais en tout cas, bah, écoute, l'arrêt, prise de recul, je reviens, je me renforce et je repars comme en 40, comme en 46. Chelou un peu. Non, pas chelou. 46, c'était après Oui, je sais Pétain, bien, après le débarquement des. je sais bien. Et le bras de Nour. Ouais, bah, je pense que vous avez tous vu la vidéo et tout, hein, mais voilà, vous Merci avez tous Coco. vu, je l'ai mise plein de fois. Non, je rigole. Non, Tu en t'es fait insulter vrai, en plus. de quoi? En plus, tu t'es fait insulter, j'ai vu. Ah oui, oui, oui. T'as vu le petit réel. Bref, pour revenir à ça, en gros, je me suis cassé un bras sous un squat. Malik, ouais, t'étais là, je crois. T'étais Non, là. moi je suis arrivé après, mais T'es je suis arrivé arrivé juste après. après. En plus, petite anecdote, à cette époque, c'était Malik qui me coachait. Et il arrive et tout, il disait ah ouais et tout, c'est compliqué, on va faire comment pour la compétition que t'as dans 2 semaines? Moi Non, j'ai mais en plus, le pire, c'est qu'au début, nous, elle était en mode, bah, genre, je vais me récupérer et puis dans 2 semaines, je serai là, quoi. Elle n'avait pas encore mesuré la gravité de ce qui venait de se passer. ouais, 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 moi j'étais en mode mais t'inquiète et tout, bah au pire on fait du léger et tout ça, vu que là la semaine ça va être un petit peu compliqué, début de semaine pro de m'entraîner, parce que c'était un samedi, je me dis ah c'est chaud quand même. Peut-être que demain ça ira mieux avec un peu de repos. Bref, Bah, en parce fait, que le vrai problème, c'est le bench, hein. Parce que le squat, à la limite, comme ça, hein. Mais bon, le bench, c'est impossible, hein. je Comment tu pouvais, veux je pouvais même pas utiliser le Et bras, non, hein. le terre aussi. Ah bah Le terre, ouais, t'aurais fait une main. En fait, tout était mort. Tout était mort. Voilà. ouais, tout était. Nour était finito pipo. Pour elle, c'était fini le powerlifting. Hein. Il n'y a plus qu'à se mettre à la danse. Ce que Et j'ai fait, finalement, non, je rigole. J'ai fait de la muscu en attendant. Bref, sur ce moment-là, je pouvais pas m'entraîner. J'étais obligée de prendre du recul et j'ai pris beaucoup de recul sur ma pratique du powerlifting, sur ce que je faisais en dehors de mes entraînements. Et même à cette période-là, je trouve que je stagnais. Enfin, même toi, tu l'avais vu. Pas mal de temps, parce que du coup, j'ai pu reprendre vraiment le power à fond 7 mois après, parce qu'il y a eu la réhab, des exos à faire, tout ça, c'était assez long. Mais ça m'a permis de revenir et finalement d'appliquer des choses que je faisais pas avant à l'entraînement ou en dehors de mes entraînements. Et je suis vite arrivée à mon ancien niveau et je l'ai même dépassé. Sur mon squat, par exemple, j'ai PR, on va dire, au bout de 3 mois de reprise, sachant qu'au départ, j'avais repris, vous savez, beltless, donc sans ceinture, sans genouillère, high bar, un high bar par semaine, parce qu'il faut reprendre doucement. Et finalement, j'ai réussi à revenir avec un meilleur niveau qu'avant.
et avec le même poids de corps. C'est là où on peut avoir l'anecdote et faire relier avec l'antifragile. Voilà, antifragile, ouais, ouais, Ce qui ouais. compte, c'est de se relever. Hein. Ce qui compte, c'est de le relever, mais on a quand même tous un point commun, c'est qu'on a tous pris Ouais. du recul. Et moi, tout ce que je dis, c'est que cette prise de recul est très importante. Mes amis, parce que tu m'as dit, ouais, en un mois, la rage au ventre, j'ai fait 110 et tout. Bah, t'inquiète pas, mais les 2 mois où t'es comme ça, le bras comme ça, tu prends le recul. T'es Ah, tu obligé. réfléchis. Tu réfléchis bien, ouais. T'as le T'inquiète, le temps. recul est pris. Hein. T'as le temps d'aller faire des petits steps et de bien réfléchir, oui. Oui, oui, c'est vrai. Après, je faisais pas des steps. Enfin, tu faisais des steps ou pas à l'époque? J'ai fait du pendulum squat. Je faisais les jambes. Je faisais le bras opposé. Ah, toi aussi, moi aussi, je faisais ça. Ouais, c'était assez intéressant. Je m'étais un peu renseigné. Ouais. Et Maintenant, je pense qu'on va passer à la fameuse session questions-réponses. Bon, en tout cas, maintenant, vous pouvez poser vos questions. Pour ceux qui veulent, vous pouvez réactiver votre micro. Voilà, on peut discuter tranquillement. Ah, enfin, c'est qui le moins de 83 kilos? Mec, s'il te plaît, fais un effort. en vrai, Raphaël, du coup, qui pose la question, comment est-ce que vous arrivez à avoir du recul sur vos échecs pendant vos séances? Je pense qu'on va donner tous notre tips. Ouais. Moi, en fait, c'est 3 mouvements, 3 entraînements différents, tout simplement. C'est pas parce que tu en as loupé un que ça doit être impacté sur le suivant. Et au pire, tu chialeras après à la fin de ton entraînement quand tout sera fini. Bah, déjà, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est une très bonne chose et en compétition, c'est encore plus le cas. Ça, pour le coup, c'est hyper important de le dire, mais en compétition, quand quelqu'un rate son squat, derrière, il fait la gueule, ça le tue sur toute la compétition. Donc, s'il vous plaît, apprenez à reprendre votre souffle et votre calme. C'est le point numéro 1 pour réussir une compétition, c'est d'être capable de se calmer après un échec. Par rapport à l'entraînement, je pense qu'il y a cet aspect-là qui est très important, en effet. Après, moi, je pense aussi qu'il est important, par discipline, de finir sa séance et de prendre du recul après sa séance. Parce que c'est un peu comme tout, c'est pris la tête dans le guidon, on n'a pas la capacité à prendre du recul, c'est évident. Il faut déjà finir sa séance, et une fois qu'elle est terminée, là, on a la soirée où on va être un peu déprimé, et le lendemain, on va se dire, en fait, finalement, avec le recul, ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est pas hésiter à, moi je vous le dis, à faire le premier retour après à froid, enfin à chaud du coup, et faire un second retour écrit à froid. J'ai des élèves qui font comme ça, un premier retour à chaud, un deuxième à froid, et souvent, la vie n'est pas du tout le même. À chaud, c'est en mode ma vie, c'est de la merde, je suis une merde et tout. Et le lendemain, c'est en mode mais ceci étant dit, en vrai, il y avait ça, 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 je comprends mieux. Et je pense que je l'aurais eu sans ces problèmes-là. Et d'un coup, on arrive à y voir beaucoup plus clair. Et je pense que Et, nous trois, en tant que coach, on a vu ça. Hein. mais pour continuer l'avis de Malik, si tu veux avoir un meilleur retour à froid, dans tous les cas, tu dois faire tes back-off, même si tu as loupé. Oui, tout à fait. Donc, en fait, si tu skips directement, bah, tu n'auras pas le temps de retravailler, recomprendre ce qui se passe, etc. Oui, parce que Et moi, j'ai surtout, eu bah, des élèves, tu quittes du volume. style Gaspard, dédicace à toi qui n'est pas là, donc tu ne sauras pas que je dis ça sur toi. Non, mais Gaspard, ouais, c'est un gars que je kiffe, ça fait 2 ans que je le coach et c'est un super pote à moi. Enfin, super pote. On est devenu potes avec le coaching, comme souvent ça arrive avec le coaching, où on crée des liens. Mais Gaspard, plein de fois, il rate son top 5. Plein de fois. Alors, c'est déjà arrivé plusieurs fois en 2 ans. Il rate son top 7. Il dit, bah, en fait, Nick, je rentre chez moi. Et fin de séance. Et après, il y a, genre, en gros, il regrette tout le temps. Le lendemain, tout le temps, il regrette d'avoir fait ça. Mais voilà, ça arrive. Et ça, je lui dis, hein, c'est pas une bonne chose à faire, faut pas le faire. Et ça permet pas de prendre du recul sur la situation. Parce qu'en fait, bah, vu qu'on reste sur cet échec-là, et même de manière générale, j'ai envie de dire, rester sur un échec, sur une séance, c'est pas une bonne idée. Il faut apprendre à justement pouvoir finir correctement, avec des ressentis un peu meilleurs, et du coup prendre un vrai feedback. Ouais, et du coup, pour intervenir, bah, pareil que vous. D'abord, si par exemple ça se passe mal au squat, bon, je vais avoir le seum, forcément, évidemment. Mais je vais me dire, bon, pour essayer de me rattraper, imaginons je fail mon top 7, pour essayer de me rattraper, je vais me dire, ok, là j'ai fail le top 7 parce que je me suis écrasée en bas, et donc du coup, bah, c'était mort pour moi, et j'ai perdu mon gainage et tout ça. Du coup, je vais essayer de me rattraper sur les back-off, et là, justement, de pas m'écraser, de bien prendre le temps et tout, pour que l'échec soit un petit peu moins amer. Et ensuite, bah, une fois que j'ai fini le squat, le bench, c'est autre chose. Genre par exemple, j'ai une playlist spéciale pour le squat, le bench ça va être autre chose, donc un autre mood. Et je vais me dire, ok, bah, le bench c'est le bench, et le terre pareil, c'est un autre mood. Du coup, je dissocie les trois et ça fait comme si j'avais 3 mini-entraînements dans l'entraînement, tu vois, si j'ai un SBD. Et pour gérer l'échec après, bah forcément j'aurai l'émotion après l'entraînement, je serai triste ou énervée, ou ça dépend, tu vois, ça va m'affecter. Mais ce que je fais, moi, en général, des fois, c'est que j'écris mes émotions, tu vois. J'écris pourquoi, ce qui m'a dérangé et tout. Et après, je dors. Et le lendemain, ça va mieux.
Le lendemain, en général, ça va mieux. Je Dormez. regarde le lift, je me dis, bon, c'est vrai que, bon, techniquement, c'était pas ouf. Il vient d'avoir un message, un échec peut se retenter dans la foulée ou il faut passer directement au back-off. C'est ce que j'allais parler. Soyez proactif. Oh, mon aussi. Soyez proactif. Attention, soyez proactif sur la gestion de votre fatigue. Le top 7 c'est vraiment mal passé. Les back-off, vous les sentez un peu lourds, vous vous dites, bah, mettez-moi lourd. Mettez-moi lourd, c'est pas grave. On va jamais vous engueuler parce que vous avez mis 5 kilos de moins, parce que vous vous sentez pas bien sur votre top 7. Derrière, pour retenter un top 7, ça dépend de plein de choses. Je sais que moi, en athlète, je l'ai déjà retenté. Mais derrière, ça repasse au RPE ou quoi, pas de souci. Mais faut avoir la possibilité de respecter la Disons, prog. disons que c'est délicat. C'est délicat comme sujet. Je pense que c'est l'expérience qui prime. Si vous n'avez pas l'expérience, des fois, vaut mieux rien faire que tout rater. Voilà. Maintenant, c'est vrai que ça peut arriver. Souvent, ce qu'il faut se dire, c'est que si vous retentez, c'est parce que vous avez raté sur la technique, et pas sur la force. Si c'est un problème de force, c'est niet. Si techniquement, vous savez que vous avez merdé, pour une raison X ou Y, ça peut s'expliquer. Mais c'est une question d'expérience. Et là, pour le coup, le problème, c'est que oui, effectivement, ça peut être problématique de rater une deuxième fois. Ça crée 2 fois plus de fatigue. Mais aussi, soyez honnête, hein. Si c'est le power qui touche la barre sur la remontée et vous étiez aux 3 quarts et vous voulez juste la faire parce que sur Instagram, il vous faut une story propre et vous êtes totalement cramé, est-ce que c'est forcément utile de la refaire? Par contre, je sais pas, si je prends l'exemple, je sais pas, d'Inter, vous avez oublié de mettre votre talc, vous avez à peine tiré la barre et vous voyez que ça grippe et vous avez lâché directement pour pas vous fatiguer et vous savez que vous avez encore totalement l'énergie, pourquoi pas? Ça dépend aussi du RPE. Si vous retentez un RPE 9,5 et que vous avez fait le 3 quarts de la range, pas forcément utile. Par contre, si c'est un petit RPE 6 et que, je sais pas, un truc tout bête, je sais pas, il y a tellement de choses possibles d'un échec à voir. Et finalement, le mieux, c'est de nous contacter. Hein. Si jamais on est disponible par DM, contactez-nous, demandez-nous. Hein. Ouais, sur Insta, on Moi, répondra rapidement. Et et puis moi, même, Samy, je peux te dire que le nombre de fois il m'a envoyé, je retente ou pas, hein, Ouais, bah, en et ça DM, marchait. et s'il répondait pas, je lui disais, ah bon, bah, c'est repassé encore plus facilement. Ma première 200 au bench, j'ai loupé, trop de stress. La deuxième, elle est RPE 6, elle est passée RPE 6 et demi, je sais pas pourquoi, j'ai mis tellement d'intention et de volonté dedans, mais derrière, bah, je l'ai refait en mieux. Mais là, pendant 3 mois après, impossible de la refaire aussi bien. moi, en vrai, je serais plus partisan de dire de pas refaire le top 7. Parce que, en général, surtout quand on est débutant, on peut se dire, ouais, c'est à cause de la technique. Et on se dit que c'est à cause de la technique pour réessayer, alors qu'en fait, c'est juste un manque de force. Et après, tu réessayes une deuxième fois et ça passe pas. Et puis, même si t'échoues, bah, c'est pas grave, t'auras d'autres chances de te rattraper sur les prochains blocs. C'est pas une fin en soi. Donc, je serais plus partisan de pas réessayer. Sauf si on est très expérimenté et qu'on se connaît vraiment, vraiment bien. Ça fait longtemps qu'on fait du power et qu'on sait que vraiment, là, c'est des techniques. Mais sinon, hors ce cas-là, je recommande pas. C'est toi qui coach Raphaël? Ouais. Attention, hein, le sous-estime pas, hein. Il a dit quoi? Je trouve ça bizarre de baisser le top 7 dans le sens où je me dis que la coach me dit que ma coach pense que j'en suis capable. Mais finalement, non. Ça dépend si c'est au RPE, charge imposée ou pas. Mais si c'est Comment RPE, je le bah, prog sois en... proactif. Je le prog en charge imposée. Ah, Et bah bah, si je te mets la charge imposée, c'est que je pense que t'es capable de la faire. Mais après, hors circonstances externes. voilà. Ça veut dire que si tu l'as fait, il s'est passé quelque chose. Mais sur le papier, c'est que t'en es capable, tu vois. Trop de stress. Ou parfois, par exemple, Raphaël, sur son bench, bah il est fort au bench, mais des fois, il a... Allez, ça tacle. Ouais, Bam, bam, non, mais bam. c'est pas un tacle. Mais il fait un petit tempo sur le bench et tout. Parce que des fois, il fait du sync, mais il se laisse trop écraser parfois. Et il n'y a plus aucune tension dans la barre. Donc parfois, il essaie de retenir la tension, mais trop, parce qu'il me fait un tempo limite. Et forcément, sur une barre hyper lourde, ça te prend de l'énergie sur un single. Il Et a combien au max? parfois, son max, c'est 177,5, je crois. Propre, Et ça fait pas longtemps hein, qu'il fait de la force en plus. Hein. propre. Ça, il va manger du tempo. 3-2-0 en Larsen en x1. En close Il va grip, voir ce que c'est de mention plus contrôler. close grip. Non, mais en vrai, là, ça va. Il a réussi à trouver un entre-deux, même sur le plus lourd, donc c'est nickel. Raphaël, fais Mais gaffe à ce que tu dis sur le chat, hein. Nour t'attend. Ah, t'as pas fait encore ta semaine, attention. oui, toujours dans la bienveillance, Toujours bien dans la évidemment. bienveillance. Et bien évidemment. Évidemment, Je Raphaël. suis, je Crois-moi. suis là pour que tu progresses, moi. Moi, je veux que tu aies 200 au bench. Et avec Malik, on est là pour embêter Nour. C'est ça la nuance. Voilà. D'ailleurs,
J'espère que le sujet en tout cas vous a plu. C'est un sujet un peu différent d'habitude et je pense que ça fait du bien parce que les sujets classiques. Après, c'est un peu plus profond, un peu plus compliqué, et de se faire comprendre et de lire aussi. De lire ce que que je recommande de lire. Ah, des 700 pages. Ah ouais. Non, mais j'avoue que Total Recall, je fais le mec, mais je l'ai jamais fini. Et il bloque juste sa porte avec ça. Non, mais attends, mais t'as vu ça? C'est énorme. Il y est pas en audiobook, lui? S'il y a, bah, je pense qu'il doit y être. Attends, je vais regarder. Mais pourquoi tu l'écoutes pas alors? Parce que j'aime bien lire. Ok. Ok, très bien. C'est pour ça qu'il est en retard. J'espère que ce webinaire vous a plu et vous a apporté pas mal d'informations et même de connaissances. Et on se retrouve Abonnez-vous. pour un prochain webinaire. Ciao!